Bonsoir à tous, nous allons pouvoir commencer. Donc, Madame Le Jossic est absente, elle s'excuse. Elle vient d'être opérée, donc elle ne reviendra pas dans l'immédiat. Donc c'est moi qui préside aujourd'hui le conseil municipal. Donc je vais faire l'appel. Donc Madame Le Jossic représentée donc, par Isabelle Le Saint. Donc Rémi Leriquier. Marlène Lebal représentée par Françoise Passé-Gaspari, mais qui doit arriver, qui est arrivée. Ici Françoise. Bonsoir. Sébastien Dolo. Donc Bakary Sophie, représentée par Sébastien Dolo. Emmanuel Pied-Noir. Françoise Passé-Gaspari. Jean-Michel Pouille. Julie Kejwadi. Présente. Anna Charbonnel, Annabelle Dartenay, Pascal Doublé, présent. Thomas Dimambro, présent. Maxence Marmiès, présent. Jérémy Durier, Clélia Jardier, présent. Walter Lebourg, il est absent. Sylvie Martin-Vernel, présente. Christelle Lepopo, représentée par Annabelle Dartenay. Laurence Lefebvre, donc représentée par Rémi Leriquier. Sylvie Gatté, présente. Dominique Taïbois, présent. Annie Roumi, présente. Gilles Tourmente, représenté par Sylvie Gatté. Annie Gringor, présente. Et Daniel Le Chaplin, présent. Merci beaucoup. Donc c'est un premier conseil un peu particulier, donc si je ne suis pas tout à fait à l'aise, excusez-moi, mais ça, on va essayer d'être à peu près clair dans les annotations. Donc je vais vous donner l'ordre du jour. Donc il y a le procès verbal, peut-être secrétaire de séance, Françoise. Oui, merci. Donc l'ordre du jour, donc procès verbal du conseil municipal du 10 novembre 2023 et celui du 8 décembre 2023. Donc dans l'administration générale, attribution, dans un premier point, d'une dénomination de voirie pour les passages du secteur Place Marlan. Deuxième point, création d'un poste dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi PEC. Troisième point, donc revalorisation des plafonds de remboursement au 1er janvier 2024. Quatrième point, création d'un emploi permanent. Cinquième point, donc demande de subvention DRAC, achat de mobilier. Sixième point, modification du règlement intérieur de l'ALSH périscolaire. En finance, premier point, donc débat d'orientation budgétaire pour 2024. En deuxième point, l'octroi d'avance de subvention pour 2024. Mandatement en 3 des dépenses d'investissement avant vote du budget primitif 2024. Et en urbanisme, en fait, le règlement local de publicité intercommunale a été retiré suite à une erreur d'envoi. En fait, GTM, nous avions déjà fait des débats auparavant, donc ça va passer en vote au conseil communautaire et ensuite ça passera au mois de mars au prochain conseil municipal pour vote. Donc, concernant le procès verbal du conseil municipal du 10 novembre 2023, avez-vous des choses à modifier ? Si vous avez tous lu, je suppose. Non, merci. Celui du 8 décembre 2023. Non plus. Merci à vous. Donc nous passons donc à l'administration générale. Donc l'attribution d'une dénomination de voirie. Donc pour le passage du secteur Place Marlan. Place Marlan, vous avez la place et vous avez 2 petites rues. Donc derrière en fait la salle Fraboulet qui n'a pas de dénomination et celle qui est devant l'entrée en fait du casino. Donc il a été proposé avec les services 2 noms. Donc passage des Tamaris, donc pour le passage situé à l'arrière de la salle polyvalente, donc direction l'allée de Courtois.
Et passage du casino pour le passage situé entre le casino et la direction de la rue de la Plage. Ces deux noms servent en fait, entre autres, elles n'ont pas de nom, mais c'est surtout quand il y a des manifestations, ça permet de faire des arrêtés. Pour les secours en même temps, enfin pour voilà. Donc il vous est demandé d'approuver en fait les deux noms de voirie. Donc passage des Tamaris et passage du casino. Qui est pour à l'unanimité. Merci. Par contre, est-ce que je pourrais signaler, je me suis promenée par là, et la végétation, il y a des arbres qui sont morts. On passe avec Valois d'ici une quinzaine de jours pour la réception. Donc on va prévenir. Donc, ouais, merci. Voilà. Non mais tout à fait, c'est bien de préciser. C'est le gel, ça fait. Merci Béatrice. C'est bien ça, je l'entends d'ailleurs. C'est mieux. C'est avant réception. Il y a une garantie. Merci Annick. Donc deuxième point, création d'un poste dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi. Emmanuel. Alors effectivement, il vous est demandé d'approuver la création d'un poste dans le cadre d'un accompagnement. C'est un dispositif PEC. Ça concerne un agent, je ne sais pas si je peux citer son nom, oui, c'est Anthony Béguin, qui effectivement peut bénéficier dans un cadre pérenne d'un poste financé à 50%. Il est au service technique. Je crois que c'est un agent qui travaille plutôt bien, qui donne satisfaction, qui apporte vraiment quelque chose à l'équipe, tant sur le plan professionnel que sur le plan aussi relationnel. Donc on vous propose effectivement de recruter cet agent. Alors il y a une contrainte puisque une contrainte en fait, la durée minimum de l'agent doit être comprise entre 20 et 35 heures. Là ce serait un contrat de temps plein. Et voilà, du coup, on vous demande d'accorder cette création de postes d'emploi aidés pour les services techniques. Il est actuellement présent déjà au service technique. Donc il est actuellement présent au service technique. Oui, bien sûr. Et il est bien évidemment proposé par Jean-Frédéric Desvages des services techniques qui valide, bien sûr. Donc ça n'augmente pas la charge Si, parce que là, on crée un poste pérenne, qui est un poste aidé, bien sûr. Mais oui, c'est un agent supplémentaire pérenne pour l'équipe des services techniques. Parce que là, actuellement, il est payé comment? Il est déjà embauché. Oui, il est déjà dans l'équipe. D'accord. Mais en fait, c'est pas un poste pérenne. On en est à son combienième contrat Deux contrats. Je n'étais pas sûr je savais pas si c'était 2 ou 3. D'accord. Donc là, en fait, c'est pour le garder. D'accord. Et on payait les charges actuellement ou pas? Rémi. Auparavant, il n'y avait pas de charge. En fait, il était en stage. Donc, il a fait plusieurs stages au service technique. Et suite à ça, en fait, c'est une embauche en fait, qui est faite. D'accord. Donc, il n'y avait pas de charge. En fait, il n'y avait plus rien de payé. Quand vous parlez d'emploi aidé, ça veut dire pour combien d'années que vous allez avoir de l'aide? Ah, c'est parce qu'il est handicapé, d'accord. Ah oui, je n'avais pas compris qu'il avait un problème, un handicap. Donc non, on verrait dans ces conditions-là. C'est bon. Merci. Du coup, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je vais te laisser à nouveau la parole, Emmanuel, pour la création, donc deuxième point, création d'un poste dans le cadre du dispositif du parcours emploi compétences. Donc effectivement, madame, je vais lire plutôt là, parce que c'était sur l'ordinateur de Rémi, propose de créer un emploi dans le cadre du parcours emploi compétences. Ça, c'est ce qu'on vient de voir pour... voilà, à l'instant. Voilà. Ouais, c'est pour son poste. Donc c'est exactement le même argumentaire. Donc c'est dans le cadre de la création de ce poste affecté au service technique sur une base de rémunération de SMIC horaire.
et donc de l'autoriser à intervenir, donc Madame la maire ou sa représentante, à la signature de la convention avec un CAP emploi et du contrat de travail à durée déterminée avec la personne qui sera recrutée. Il nous est donc demandé de décider de créer un poste dans le cadre du dispositif du PEC dans les conditions suivantes, contenu du poste, donc c'est au service technique, aux espaces verts, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, avec des missions qui sont décrites devant vous. 35 heures, SMIC horaire, et donc d'autoriser Madame le maire à mettre en œuvre l'ensemble des démarches nécessaires pour ce recrutement. Et là, c'est un contrat d'un an. actuellement d'un an. Hein. C'est ça. C'est le même en fait. Qui pourrait être renouvelé en 30 ans. Qui pourrait être renouvelé. Je comprends pas tout parce que là. Le premier, c'est un CDD, c'est un CDI, pardon, c'est un contrat pérenne. Dans le dispositif parcours emploi compétences. Ouais, mais c'est le même poste, c'est la même personne. Ah oui, mais Pour créer le c'est en poste, pour CDI. pouvoir l'embaucher en fait. C'est pour pouvoir l'embaucher. D'accord. Et alors, CDI ou contrat d'un Juste, an ouais. Pour l'instant, c'est un contrat d'un an pour après justement pouvoir le mettre en CDI plus tard. C'est un peu comme une stagiairisation. Oui, c'est ça. Avez-vous d'autres questions sur ce poste? Oui, j'en ai une. La première année, si je comprends bien, on a une aide de 30% du montant du SMIC, c'est ça? Et parce que dans la deuxième partie, on parle du taux horaire au SMIC. On ne dit pas la même chose en deux endroits ou j'ai pas tout compris? Si, ça reste, c'est parce qu'en fait, dans l'intitulé, il est indiqué le SMIC horaire brut, mais qui correspond au dispositif PEC. De toute façon. Donc en fait, c'est un emploi aidé. Et avec, C'est un pendant employé. les 12 mois, 30% de Et participation de l'État. après aussi. Après aussi. D'accord. C'est un peu plus que 30%, parce qu'il y a 30% pour les 20 premières heures et 50% pour les 20 à 30 heures. Dans le cadre du travail pour les publics de travailleurs handicapés, hein, ce qui est noté dans la délibération de-dessus. Ok, merci. Donc, qui est pour? Merci. À l'unanimité. Merci. Donc, point 5. Demande de subvention DRAC, achat de mobilier. Je vais laisser Jean-Michel. Il y a le point 3 sur la revalorisation des plafonds forfaitaires Voilà, des frais de repas et d'hébergement au 1er janvier 2024. Donc, vu les différents décrets, que je ne vais pas reprendre les uns après les autres, le remboursement des frais de repas et d'hébergement occasionnés lors de déplacements se fait sur une base forfaitaire qui est fixée par un arrêté ministériel. Et l'arrêté du 20 septembre 2023 revalorise donc l'ensemble de ces taux. Et en effet, lorsque les agents territoriaux sont amenés à effectuer des déplacements dans le cadre de leurs attributions, qu'ils puissent, sous certaines conditions, bénéficier de la prise en charge de leurs frais de transport et de percevoir des indemnités de mission ou de stage destinés à rembourser leurs frais de nourriture et d'hébergement. Donc il y a une évolution de ces indemnités qui sont forfaitaires. Donc les frais de repas passent de 17,50 € à 20 €. Les frais d'hébergement, petit déjeuner inclus pour les missions ou intérim en métropole et en outre-mer, la base du taux de métropole passe de 70 € à 90 €. Dans les grandes villes comme Paris, eu égard au coût d'hébergement, ça passe de 90 € à 120 €. Et pour Paris, vraiment intramuros, c'est de 110 €. C'était 110 €, ça passe à 140 €. En Outre-mer, de 70 à 90 €. En Outre-mer, ça passe de 70 ou 90 € à 120 €. Et les frais d'hébergement pour les agents reconnus en qualité de travailleurs handicapés ou en situation de mobilité réduite, ça passe de 120 € à 150 €. Donc vous avez vu que c'est quand même des augmentations assez substantielles de ce régime indemnitaire pour les frais de bouche, comme pour les frais de transport, comme pour les frais d'hébergement.
Oui, ouais, bien sûr. Tu as raison de préciser que le caractère forfaitaire, en fait, est pris sur le plafond. Il est évident que si l'agent trouve une nuit sur Paris inférieure, ce sera remboursé sur facture. Effectivement, c'est un forfait de plafond. Tu fais bien de le préciser. Et donc le remboursement, c'est ce que je viens un peu d'évoquer, il est conditionné par effectivement des justificatifs, des factures, des tickets auprès de l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement. Et aucune indemnité de repas ne pourrait être attribuée aux agents bénéficiant de la gratuité de repas. C'est peut-être une lapalissade de l'écrire, mais en tout cas la délibération est construite comme ça et ça va mieux en le disant. Donc le conseil municipal est appelé à se prononcer quant à leur application pour les personnels de l'ensemble de la collectivité. Donc il est donc proposé au conseil municipal de décider d'instaurer un remboursement aux réels frais de repas exposés à l'occasion des déplacements professionnels en dehors de la résidence administrative et de la résidence familiale dans la limite du plafond prévu pour le remboursement forfaitaire, de fixer les taux de remboursement des frais d'hébergement occasionnés dans le cadre de déplacement des personnels sur la base de base métropole 90 €, Paris 140 €, grande ville autour du Grand Paris 120 €, Outre-mer 120 €, et pour les agents reconnus en qualité de travailleurs handicapés et ou en situation de mobilité réduite 150 €. Y a-t-il des questions quant à cette évolution du régime indemnitaire forfaitaire plafonné donc sur ces différents postes de remboursement potentiel? Sachant que c'est sur la base de la réglementation. Oui, oui, c'est. Non, ce qui me dérange plus, c'est le remboursement au réel. C'est-à-dire que c'est remboursé en réel jusqu'au plafond. Jusqu'au plafond. Réel dans la limite du budget. Si le réel est inférieur au forfait, ça va, mais s'il est supérieur. Eh ben, Ah ben, la différence est pour l'agent. c'est pour la. Oui, c'est un plafond. C'est C'est le plafond. D'accord. C'est une règle pour toutes les collectivités territoriales et la fonction publique en général. Hein. S'il vous plaît, est-ce qu'on a une idée de ce que ça représente dans l'année sur le budget? Très peu de déplacements. Je pense. Hein. Dans l'année dernière, les remboursements de frais, c'est 1 200 €. Avez-vous d'autres questions? On peut passer au vote? Qui est pour? Elle change dans son... À l'unanimité. Merci. À l'unanimité, merci. Là, c'est le quatrième. Oui, j'ai fait le quatrième. Est-ce que moi, je n'ai pas les mêmes numéros? Ouais, non, c'est pour ça que j'ai pas les mêmes numéros, je suis désolée. Mais... Donc, le point 4, création d'un emploi permanent. Donc là, oui, là, il s'agit d'évoquer la création d'un emploi permanent pour l'agence postale. Vous savez bien que beaucoup de choses se sont réorganisées avec l'espace France Service. Vous connaissez parfaitement le projet d'agence postale qui verra le jour concrètement quand la mairie regagnera son berceau d'ici quelques semaines. Et donc, il est demandé... Alors, l'amplitude d'ouverture de l'agence postale prévue, c'est 24 heures. Toutefois, ce qu'on évoquait avec M. Lefebvre, et après échange avec les différents agents, il s'avère qu'il y a des tâches qui ne peuvent être réalisées que en dehors de ces 24 heures, qui sont des petites tâches de comptage ou de recensement de l'activité. Et donc, en fait, ce qu'on propose, vu les différents textes que je vous épargne également, c'est de créer un emploi permanent pour cette fonction. On a marqué 24 heures, mais en fait, c'est plutôt 25 heures, parce que effectivement, le temps de l'agent pourra dépasser régulièrement les 24 heures. Donc on souhaitait se donner cette heure de plus par rapport à ce que vous avez dans la délibération. La date de départ, ce sera compté du 3 mars 2024.
Le poste pourra être pourvu par un agent contractuel de droit public dans l'attente d'un recrutement d'un titulaire, d'un fonctionnaire. Évidemment, le recrutement de l'agent contractuel sera prononcé à l'issue d'une procédure prévue par les décrets qui régissent en fait ce type de recrutement. L'agent contractuel sera rémunéré par référence à la grille indiciaire afférente au grade qui sera pourvu. Les candidats devront justifier d'une expérience professionnelle significative. Il est donc proposé au conseil municipal de décider d'adopter la modification du tableau des emplois ainsi proposé. Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois seront inscrits au budget chapitre 12. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la création de ce poste clairement fléché agence postale à raison de 25 heures et non pas 24 par semaine? S'il vous plaît. Quand on avait eu des réunions avec la Poste, je me souviens qu'il y avait des participations mises en place qui étaient assez élevées et dégressives au fil des ans, je crois. On pourrait nous les rappeler? Aujourd'hui, ce qui est prévu de mémoire, c'est la prise en charge équivalent à un mi-temps, à la moitié du temps de présence de cette personne. Alors, chiffré, je crois que c'est un peu plus de 1000, entre 1000 et 1500 euros, je n'ai pas le chiffre exact en tête. Mais c'est à peu près ça qui sera prévu de remboursement par la Poste à la mairie. Alors, la pérennité, je crois que c'est un contrat qui est sur du long terme, de mémoire. Oui. Je crois que c'est 9 ans de mémoire. Oui, j'ai 6 ou 9 qui se promènent. Voilà un peu l'ordre d'idée au niveau du remboursement de cette charge salariale qui est effectivement quand même en net sera une charge pour la mairie, il faut bien l'admettre. Maintenant, on va ouvrir un service qui va être avec une amplitude plus importante que ce que l'on connaît aujourd'hui, parce que je ne sais pas si vous avez besoin d'aller à la Poste de temps en temps, mais c'est très compliqué. Toujours, moi, à chaque fois que je veux y aller, c'est fermé, parce que c'est 9h45 midi, c'est très compliqué. Là, on va avoir cette ouverture beaucoup plus large et qui va répondre aux besoins de nos citoyens. Donc ça veut dire que la Poste ferme très bientôt. Elle va fermer quand on sera prêt à Voilà, nous accueillir à l'agence postale. Ok. Merci. Ils attendent qu'on soit prêt. Il n'y aura pas de fermeture anticipée de cette poste avant qu'on soit prêt. Comme le disait tout de suite Rémi, ça va permettre d'avoir une amplitude beaucoup plus importante. Et c'est vraiment apporter quelque chose de supplémentaire en fait, à la population. Ça, c'est un choix qu'on a pris tous. Mais je crois que tout le monde aurait fait le même choix. Moi, je me souviens avoir voté contre la fermeture de la Poste. On nous l'a un peu imposé. Je trouve que c'est quand même dommage que la Poste ne rende plus le service public qu'elle devait. Donc, moi, je vais voter contre. Hein, Annick, on est tous d'accord, on aurait tous voté pour que ça reste, mais c'est pas nous qui décidons, c'est la Poste. Oui. Mais donc il faut savoir aussi qu'on n'est pas d'accord avec cette politique. Et même si on n'a pas été d'accord, le but a été de prendre acte que ça allait fermer et qu'il fallait qu'on réagisse très vite pour pouvoir remplacer ce service. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la création de ce poste à titre permanent? Moi, je ne fais qu'un constat dans cette affaire. Je suis tout à fait d'accord que de toute façon, il faut apporter le service à nos citoyens, donc à Saint-Père. Mais là, encore une fois de plus, ce transfert de charges se fait encore sur les comptes de la commune. Et c'est encore avec nos impôts que nous allons payer la différence de salaire, puisque la Poste va faire l'économie de louer un bâtiment, de payer le chauffage et ainsi de suite dans son installation. Je critique. Ce qui me dérange dans cette affaire, c'est qu'il n'y a pas de transfert financier qui aurait dû aller pour accompagner la personne qui est à la mairie. C'est tout. C'est un constat. Je pense que si on fait un vote sur tes propos, Dominique, on est tous d'accord avec ça. Il n'y a pas de débat là-dessus, c'est pas une décision politique municipale, hein. C'est un niveau qui nous Je me souviens que quand on a eu ce débat, il y avait 2 représentants de la Poste, et je me souviens de m'être
opposé et je donnais clairement mon point de vue sur cette affaire parce qu'à l'époque, il y avait la question aussi financière. Il fallait que ce soit des personnes habilitées pour pouvoir distribuer. Il y avait un problème de finance et de tenir la caisse, de savoir qui en avait la responsabilité. Et j'avais mis en avant qu'un employé communal ne pouvait pas, puisque c'est bien des employés de la Poste, il fallait qu'ils le fassent. Ils ont réussi sûrement à trouver un décret de loi ou en faire voter un pour que ça passe. Mais il faut quand même reconnaître que dans cette affaire, désolé de le dire, mais c'est encore le contribuable qui se retrouve... Bon, c'est tout, je vais m'arrêter là. D'autres réactions? Moi, j'avais cru comprendre que la Poste prenait en charge la totalité du salaire. De mémoire, ce qu'ils avaient annoncé, c'était 35 000 €, si mes souvenirs sont bons. Non, au niveau du fonctionnement, ce n'était pas 35 000 €. Donc il y a une aide de 50 000 € pour l'investissement, c'est clair. Donc, ils vont financer à hauteur de 50 000 € les travaux de la mairie, en fait, la partie agence postale. Mais au niveau fonctionnement, non, c'était pas 35 000, c'était toujours de l'ordre. Une somme qui me... C'était supérieur À la moitié. supérieure à ce que l'on a. Mais enfin bon. D'autres commentaires? Du coup, qui est contre? Donc, un contre. Y a-t-il des abstentions? Qui s'abstient? Une abstention. Je vous remercie. Donc le point numéro 5, demande de subvention DRAC, achat de mobilier. Jean-Michel, je te laisse la parole, merci. Donc, oui, la ville de Saint-Père, enfin, en particulier, c'est surtout la médiathèque, hein, on souhaite procéder au changement, d'une grande partie de notre mobilier qui équipe actuellement la médiathèque. Alors ce mobilier, il a 22 ans, puisqu'il a été mis en place à l'ouverture de la médiathèque, donc en janvier 2022. 2002, excusez-moi, pardon. Et, ah oui, sinon ça aurait été un peu embêtant quand même. Et en fin de compte, comme vous savez, on a donc la médiathèque mène des activités, en particulier d'accueil d'activités qui ouvertes au public, en particulier pour les jeunes enfants, pour les scolaires, dans les cadres des nuits de la lecture, avec des expositions, et voilà. Et en fin de compte, le mobilier, on le déplace très régulièrement. Parce on manque un peu d'espace dans la médiathèque, hein, et pour pouvoir mener nos activités, on est obligé de se déplacer ce mobilier. Ce mobilier, il n'est pas sur roulette, il est relativement lourd, ça oblige à de nombreuses manipulations, et on s'est aperçu au fil des manipulations qu'il présentait des fragilités. Le dernier incident remonte donc à décembre 2023, hein, donc sa dernière salariée qui est engagée à la médiathèque, qui en faisant du rangement, ça a vu donc un pan de meuble lui tomber dessus. Elle a eu le réflexe de se reculer à temps, et donc elle n'a été que très légèrement blessée. Et en fin de compte, donc, tous nos meubles sont à remplacer. Et notre objectif, en remplaçant, c'est de le mettre sur les roulettes, pour qu'on puisse effectivement manipuler complètement ce mobilier et pouvoir créer un espace assez suffisant pour pouvoir mener des activités liées au tiers-lieu et à l'accueil des animations. Alors, normalement, on a déjà pris contact avec la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, et il y a un petit hiatus, parce qu'en fin de compte, la médiathèque de Saint-Père, vous savez qu'elle n'est pas normalement conforme à ce qu'elle devrait être, parce qu'en fin de compte, les médiathèques sont normées. Et la nôtre devrait faire 50 mètres carrés de plus, pour pouvoir être dans les normes, dans les clous de médiathèque d'une ville de 4000 habitants. Mais on a quand même donc contacté la DRAC qui nous a dit, bon, on fait la demande de subvention et on verra bien si nous l'accorde. Parce que ça nous aiderait quand même à pouvoir acquérir le mobilier et de soulager un petit peu les finances de la collectivité. La DRAC nous a dit que même si elle ne l'accordait pas, et même si c'est une demande de subvention qu'on fait, si on en fait une autre dans les mois qui viennent ou dans les années qui viennent, en particulier si le projet, je dirais, à la socio-culturelle au Carmel peut se réaliser et tout, cette demande de subvention ne sera pas prise en compte, si vous voulez, ne sera pas rédhibitoire pour l'avenir. Donc,
On pense qu'il vaut mieux qu'on la fasse, on se lance, on tente le coup, on l'a, tant mieux, on ne l'a pas, tant pis. Voilà. Mais on aura tenté le coup, voilà. Hein. Et puis il faut vraiment, très sincèrement, il faut vraiment qu'on le fasse. Hein. Il y avait les nuits de la lecture samedi dernier. Hein. On a déplacé des meubles dans le côté espace jeune au premier étage. Hein. Bon, à chaque fois, il faut se baisser, tout ça, il faut tout vider les étagères et tout, ça prend du temps et tout. Et quand je vois comment elles travaillent, comment on les manipule, on les a manipulées à 4 samedi dernier, bon, c'est pas évident. Voilà. Ça, c'est quand même pour elles un très grand confort et une source de sécurité quand même assurée. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. On tente. Qui n'a rien, qui n'ose rien, n'a rien. Voilà. Je sais pas, j'ai pas d'idée financière sur le montant de la subvention qui pourrait être alloué et tout. Je sais qu'on a pris contact avec eux, mais je ne peux pas vous donner de chiffres. On a un devis, c'est sûr, hein, et le montant est inscrit au budget pour 27 000 euros. 22. Pardon 22 hors taxes, 22 hors taxes, 27 TTC. 27 TTC, voilà. Ok. Sachant que, en fait, le personnel a fait en sorte de changer le minimum, si j'ai bien compris, Jean-Michel. Oui, tout à fait, oui. Parce qu'on Oui. c'est le même fournisseur qu'à l'origine. Voilà, c'est ça. Et Alors, pour tout vous raconter, hein, pour tout vous expliquer, donc Laurence, ça fait quand même presque un an qu'elle cherche, qu'elle démarche. Alors, elle a lancé plusieurs demandes plusieurs demandes de devis et tout. En fin de compte, on n'a eu que deux, finalement, sur toutes les demandes qu'on a faites, on n'a eu que deux réponses. La réponse de l'ancien fournisseur, hein, qui lui accepte de travailler avec nous, de reprendre partiellement une partie du mobilier, voilà, et de faire en sorte qu'il y ait un remplacement partiel. On a eu une deuxième entreprise dans la région nantaise qui nous a aussi contactés, mais qui après s'est désisté parce qu'en fin de compte, le marché n'est pas, on ne va pas dire ça. Suffisamment important. Suffisamment important, voilà. Donc, en fin de compte, on se retrouve avec un seul personne qui a répondu, quoi. Mais ça tombe bien, c'est celui qui a mis en place le mobilier il y a 22 ans. Voilà. C'est bien qu'on garde les étagères. On garde les étagères et tout, voilà. Hein. Parce qu'en fin de compte, on limite le coût. Ah oui, vaut mieux. Non, parce que là, parce qu'un beau jour, là, en fin de compte, en décembre, c'est un employé. Enfin, c'est un employé, c'est regrettable quand même, mais imaginons que ce soit un enfant qui se prenne 50 ou 60 kilos de livres et des étagères sur la tête, c'est quand même beaucoup plus grave. Là, je pense qu'il faut quand même qu'on ne recule plus pour une question de sécurité. Voilà. Merci. Merci à vous. Avez-vous d'autres questions? Non? On peut passer au vote. Donc, qui est pour? Merci à l'unanimité. Alors le 6e point, c'est la modification du règlement intérieur de l'ALSH périscolaire. Je laisse Françoise. Oui. Donc, bonsoir à tous et à toutes. Donc la modification du règlement intérieur, la LSH est régie en fait par ce règlement qui fonctionne. En fait, c'est une demande aussi réglementaire au niveau de la CAF qui demande une rédaction d'un règlement précisant entre autres les éléments suivants. La date, bien sûr, d'entrée en vigueur, les modalités de fonctionnement de l'accueil, les modalités de réservation, les tarifs, la date de prise en compte du quotient familial, l'information aux familles de l'utilisation, la consultation, la conservation de leurs données personnelles et les moyens de paiement. Enfin, voilà. Donc, à la suite, en fait, de discussions même au niveau des enseignants, effectivement, on voit bien que les enfants modifient un peu leur façon de fonctionner et en fait en collectif des fois il y a des attitudes en fait qui peuvent être compliquées à gérer pour les adultes, les accompagnants et les encadrants. Donc c'est à la suite de ça que ce règlement intérieur a été modifié avec quelques informations. Je ne sais pas si vous avez en pièce jointe le règlement intérieur modifié. Est-ce que c'est possible qu'on puisse le faire passer en fait à l'écran, Nicolas?
par rapport en fait au règlement intérieur précédent, ce qui a changé, c'est le fait de mettre en place une commission consultative composée d'élus et d'agents du pôle famille et éducation qui permettra en fait de statuer sur certaines choses concernant par exemple des retards a été observé de manière assez régulière. Des retards en fait pour des parents qui récupèrent leurs enfants un petit peu en dehors des horaires préconisés, c'est-à-dire 18h30. Donc pour que le cadre soit éventuellement respecté, tous ces retards sont répertoriés pour qu'on puisse voir si vraiment il y a une famille qui reste en fait, qui prend des habitudes qui en fait entraînent des augmentations de temps de travail pour les agents et qui peut en fait faire augmenter en fait les coûts de la LSH. Donc cette commission donc elle permettra en fait de statuer, de voir un petit peu comment les mesures qui pourraient être prises par rapport à ces dysfonctionnements. Et de plus, par rapport à cette commission, elle pourra aussi permettre, par rapport à des attitudes, par rapport à des enfants qui ont des comportements agressifs, soit les uns vis-à-vis des autres, soit vis-à-vis des adultes, de pouvoir en fait avoir en fait des mesures plus importantes, voire aller jusqu'à l'exclusion temporaire ou définitive. Donc après cet avis de cette commission consultative. Voilà. C'est vrai que on est obligé d'établir en fait une grille de mesures d'avertissement et de sanctions, mais en l'occurrence, en fait, ce genre de mesure est vraiment inexistante depuis. Je ne sais pas si toi, Annick, tu as eu l'occasion en fait d'avoir ce genre de. Il y a toujours eu des familles récidivistes sur les retards pour venir chercher les enfants, ça c'est sûr. De l'agressivité des enfants entre eux, ça a toujours été. Vers les adultes, pas trop quand même. Je ne sais pas si c'est une chose qui commence à venir, mais bon, avant il y avait quand même un peu du respect des enfants par rapport aux adultes. Moi, j'ai jamais eu de problème de ce côté-là. Hein. Après, en fait, c'est vraiment exceptionnel. Ouais. Et avec l'équipe d'animateurs qui travaille actuellement au niveau du centre de loisirs, c'est quelque chose qui est en fait travaillé en équipe. Et donc, il y a eu en fait aussi une fiche de réflexion qui a été élaborée par l'équipe de la LSH pour permettre à l'enfant qui présente en fait une attitude qui ne correspond pas en fait au respect soit vers son autre camarade, soit vers l'adulte, de le faire réfléchir en lui posant des questions et qu'il l'écrive. Donc ça permet en fait de poser en fait les faits et de comprendre un petit peu que il faut peut-être agir différemment. Et a priori, c'est quelque chose qui fonctionne. Et c'est en fait une discussion d'adulte à enfant et ça marche bien. Voilà. Donc sinon, autrement, effectivement, il y a eu un travail aussi de fait avec une charte établie par les enfants, une charte de bonne conduite. Donc c'est vrai qu'il y a eu plein de travail en fait collaboratif, enfants-adultes, qui permet aussi que la communication, la discussion puisse être ouverte par rapport à des problèmes de comportement. Donc, et ça semble apporter en fait ses fruits. Voilà, de manière assez efficace. Donc ce règlement, bien sûr, sera signé par les enfants et par les parents. Il y a toujours cette collaboration, bien évidemment, quand il y a un souci. Hein, Franck Lefebvre, le directeur en fait, du centre de loisirs, convoque les parents et voilà, les choses peuvent avancer aussi vers un mieux en faisant de cette manière. Je crois pouvoir dire que sur certaines communes de GTM, il y a une augmentation du tarif pour les parents récidivistes le soir qui viennent chercher leurs enfants trop tard. La question a été posée, en fait c'est vrai que c'est une question qui a été posée à la commission enfance et jeunesse qui a eu lieu le 4 décembre.
Et à cette commission a été décidé de créer plutôt une commission consultative pour pallier en fait à cette difficulté-là qu'on a rencontrée en imaginant que ça peut évoluer, hein, mais pour l'instant c'est vrai que c'est pas voilà, on a préféré procéder de cette manière-là. Voilà. Donc Merci. Peut-être d'autres choses je ne sais pas si vous avez des questions. Avez-vous des questions, des questionnements autres sur ce règlement? Oui, l'enfant donc va signer la charte. À partir de quel âge? C'est l'élémentaire. Hein. C'est l'élémentaire. En maternelle, il n'y a pas de problème majeur de comportement. Ou alors vraiment c'est des situations très très isolées, mais c'est pas. En fait, c'est vraiment que au niveau de l'élémentaire que ça commence à apparaître. On peut passer au vote si vous n'avez pas d'autres questions. Il est demandé au conseil municipal d'approuver la mise à jour du règlement intérieur de l'ALSH périscolaire 6 juin qui entrera en vigueur le 1er février 2024. Qui est pour? Qui est contre? Unanimité, merci. Merci pour tout, merci François. On va passer aux finances, donc le DOB, débat d'orientation budgétaire pour l'année 2024. Je vais laisser donc Rémi la parole. Je pense que là, tout le monde est à l'écoute. Oui, donc comme tous les ans, on va présenter le DOB. Hein. Donc le débat d'orientation budgétaire, donc on va balayer rapidement la situation macroéconomique. On va vous présenter le projet de loi, rapidement les grandes lignes du projet de loi de finances 2024. On refera un retour sur la situation financière de la ville pour 2023 avec des résultats prévisionnels pour 2023 au niveau finances et investissement. Et on finira par les orientations budgétaires 2024 avec les prévisions 2024 sur le fonctionnement et investissement pour l'année qui vient. Donc en préambule, on rappelle qu'effectivement le DOB est obligatoire dans les communes de plus de 3500 habitants. Donc, c'est ce qui nous réunit, c'est ce qui fait l'objet de ce débat ce soir. Le contexte économique global, macroéconomique, hein, donc on est dans un contexte économique qui est marqué par une baisse de l'inflation. Hein. On a connu une année vraiment très compliquée en 2023 et en 2022. Là, ça commence à se tasser un petit peu. Donc il y a des prévisions qui ont été faites sur une inflation en 2024 qui est estimée à 2,6%, après une année 2023 à 4,9%. On espère que ce sera le cas. Donc après un fort ralentissement de la croissance du PIB au deuxième semestre 2022, la croissance en zone euro est restée faible au premier semestre 2023 sur un fond d'inflation. Donc effectivement, le PIB en 2023, il y a une estimation à 1 point et il y a une prévision pour 2024 à 1,4 du PIB. Un déficit estimé à 4,4 du PIB en 2024 contre 4,9 en 2023. Et effectivement, l'État espère arriver à 2,7 en 2027. Donc il y a une dette de l'État français qui décroît lentement pour atteindre 109,7% du PIB. Hein. Elle décroît en pourcentage, maintenant elle reste très élevée en valeur absolue. 109,7% du PIB en fin du troisième trimestre 2023 contre 111,8% en fin 2022. Donc c'est 3 000 milliards d'euros. Donc une dette par habitant de 43 000 euros au niveau de l'État. Et donc une évolution des salaires en 2024 qui est une prévision à 3,5%. Projet de loi de finances 2024, donc les grandes lignes, c'est la fin du quoi qu'il en coûte, hein, donc une baisse prévue dans les dépenses de l'État de 3,6%. Une accélération de la transition écologique, hein, donc il prévoit mettre sur la table 7 milliards d'euros supplémentaires en 2024. Pour les collectivités locales, donc on s'oriente vers une hausse de la dotation globale de fonctionnement de 220 millions d'euros contre 320 millions d'euros en 2023 de hausse. Un fonds vert, un fonds d'accélération écologique pour soutenir les projets de transition écologique. Et puis un point qui est important pour les communes, c'est une revalorisation de la valeur locative en 2024. Hein, donc
après 2023 où on a eu une augmentation très sensible de 7,1%, et bien en 2024 on va avoir encore une augmentation très sensible. Elle est moindre certes, mais elle reste assez sensible à 3,9%. Donc les valeurs locatives vont encore augmenter en 2024 et donc les taxes foncières vont augmenter. Ce qui est une bonne nouvelle pour la commune, une moins bonne nouvelle pour les propriétaires. Un petit focus sur la situation financière de la commune. Là, les chiffres sont encore provisoires parce que n'ont pas encore été validés par le Trésor, mais les grandes lignes sont là. Au niveau fonctionnement, donc on s'oriente vers des recettes à hauteur de 7 287 000 euros et des dépenses de 6 704 000 euros. Donc on aurait un résultat de fonctionnement positif de 583 000 euros. Qui vient s'ajouter aux excédents reportés des années précédentes qui étaient de 1 666 000. Donc on aurait un résultat de clôture de fonctionnement de 2 250 000. Donc c'est un très très bon résultat et c'était presque inespéré en début d'année. Donc on va voir un petit peu plus loin les raisons de ce bon résultat. Sur le côté investissement, on a des dépenses à hauteur de 4,2 millions et des recettes à hauteur de 1 957 000. Donc on a un déséquilibre de 2 257 000, mais qui est compensé en partie par des reports que l'on avait à hauteur de 1 107 000. Et on a aussi des restes à réaliser, c'est-à-dire qu'on a des subventions qui doivent arriver. Et là, dans le déficit de fonctionnement qui est présenté, il n'y a pas non plus l'emprunt qu'on a contracté en fin d'année, qui n'était pas encore débloqué, donc qui va être dans les restes à réaliser. On resterait avec un déficit d'investissement sur l'année de 344 000 euros qui va être compensé, qu'on compensera et qu'on prendra sur la réserve du fonctionnement. Globalement, donc, on a un résultat positif sur l'année. Donc on a une réserve une réserve globale de 1 905 000 euros fin 2023. Si on regarde un petit peu les dépenses de fonctionnement, donc si on fait un comparatif par rapport aux chiffres au CA de 2022, donc les dépenses générales ont augmenté, elles sont de 1 462 000 contre 1 386 000 l'année dernière. Les charges de personnel sont de 2 944 000 contre 2 866 000. Elles sont bien inférieures à ce qu'on avait prévu, donc ça c'est une très très bonne nouvelle. Les atténuations de produits restent les mêmes, c'est la collecte avec GTM à 24 560 euros. Les autres charges de gestion courante sont de 740 000 contre 682 l'année dernière. Les charges financières, par contre, elles ont augmenté sensiblement. On est à 227 000 contre 165 000. Donc le principal, on va le voir tout à l'heure, je vais revenir un petit peu sur les détails. Le principal, c'est le taux sur l'emprunt de l'EHPAD qui est calqué sur le livret A. Et donc, évidemment, comme le livret A a fortement augmenté, les intérêts sur cet emprunt-là augmentent fortement également. Une provision à hauteur de 61 000 euros, notamment pour l'EHPAD à hauteur de 60 000 euros, et puis des amortissements à hauteur de 1 237 000, ce qui nous fait nos 6 704 000 euros de dépenses contre 6 524 000 en 2022. Donc vous voyez une augmentation pas très contenue. Le chapitre 11 augmente de 76 000 euros. Donc la principale augmentation, évidemment, on l'avait prévu dans le budget, c'est l'énergie. Une augmentation très sensible de l'énergie, 112 000 euros. On avait prévu 300 000, on va être un petit peu en deçà, on va être à 284 000. Donc on était pas loin de la vérité, malheureusement. L'alimentation a augmenté de 8 000 euros. Après, on a entre le poste petit matériel et fournitures, on a un moins 23 et un plus 20 avec les fournitures de voirie, donc là on compense un peu l'autre. Vêtements de travail, on est à moins 6 000, les fournitures de bureau, moins 3 000. Donc prestations de services, par contre, 40 000 euros d'augmentation. Donc là-dedans, on a eu l'audit d'organisation qui était quand même significatif, qui nous a fait augmenter ce poste-là. Entretien bâtiment, moins 13, entretien autres biens, moins 20, maintenance, moins 18, frais d'actes et contentieux, moins 7, téléphone, moins 7, fêtes et cérémonies, moins 2, taxe foncière, moins 10. Et puis on a le label Ville d'art et Histoire, 13 000. Donc vous voyez, globalement, à part quelques exceptions, on a des dépenses de fonctionnement sur le chapitre 11 qui ont été maîtrisées et qui sont plutôt en baisse. Le chapitre 12, c'est le gros morceau des dépenses de la ville. Donc là, on a augmenté de 77 000 euros. Donc
globalement de 2,72 donc par rapport à 2022. Donc on a rappelé, pour rappel, on met un petit peu les évolutions depuis quelques années. Hein. Donc on voit qu'on est toujours plutôt autour de 4%. Donc là, cette année, on a eu une grosse augmentation en 2022 à 7,46, mais bon, on a des explications. Donc sur 2023, il y a eu une augmentation significative parce que le SMIC a augmenté. Hein. Il y a eu des revalorisations de SMIC importantes. Il y a eu le versement mobilité qui a été voté, vous savez, pour le bus sur la communauté de communes. Il y a le GVT, hein, le glissement vieillesse technicité pour les agents hein, qui augmente tous les ans, c'est normal. Et puis on a l'année pleine hein, pour les recrutements des agents pour l'EFS. En contrepartie, quand même, on a voulu présenter qu'il y a aussi des remboursements qui se font. Hein, donc on a notamment les remboursements de l'assurance pour les arrêts de travail, hein, 84 000 € de reçus cette année contre 68 l'année dernière. On a la CAF qui nous rembourse une partie du salaire de M. Mancel, hein, donc à hauteur de 23 000 cette année. Et puis on a l'État qui compense les salaires des gens qui sont à l'espace France Service à hauteur de 35 000. Tout à l'heure, vous parliez de compensation de la Poste, c'est pour le VS, hein, les 35 000. La Poste, ça n'a jamais été 35 000. Donc, corrigé de ces remboursements-là, on voit que les charges de personnel ont augmenté de 1,38 sur 2023 par rapport à 2022. Dans le poste autre charge de gestion courante, c'est les subventions aux associations notamment. Hein. Donc il y a eu un peu plus au CCAS et à l'Office culturel. Donc les grandes masses de dépenses réelles de fonctionnement, hein, donc on voit que le chapitre 11, 1,4 million contre 1,415 million l'année dernière, 492 cette année. Les intérêts d'emprunt 227 contre 165. Bon, c'est la redite du tableau qu'on avait tout à l'heure, mais on voit la progression sur plusieurs années. La répartition des dépenses, donc on voit qu'effectivement, les dépenses de personnel, c'est quand même plus de la moitié de nos dépenses réelles, que les charges générales, c'est 27%, que les autres charges de gestion courante, c'est 13,71%, et que les charges financières, c'est 4%. Là, je vous ai remis un petit tableau sur les 3 dernières années. On voit qu'il n'y a pas d'évolution très sensible hein, sur les postes. Moi, ce que je trouve plutôt bien, c'est les charges de personnel qui, en pourcentage, elles, ont plutôt tendance à baisser sur le total des dépenses réelles de fonctionnement. Donc, on a une bonne maîtrise de tout ça. Au niveau des recettes, il y a des recettes très satisfaisantes, hein, parce qu'on a des recettes à hauteur de 7 287 000 € contre 6,8 millions l'année dernière. Principalement, donc, les atténuations de charges, on l'a parlé tout à l'heure, c'est sur les salaires, hein, donc 84 000 contre 68. Les produits de services, 402 000 € contre 365. Les impôts et taxes, 4,7 millions contre 4 396 exactement. Les dotations et participations, 1 315 000 contre 1 197 000. Les autres produits, 618 contre 567. Les produits exceptionnels, il y en a moins 39 000 contre 125. Et ensuite, les opérations d'ordre, on a 87 000 contre 100 000 l'année dernière. Donc, si les principales variations, donc le 0,13, on en a parlé tout à l'heure, hein, donc il y a eu un peu plus de remboursement de la caisse pour les agents qui sont malades, hein, plus 15 000. Le chapitre 70, donc les produits de gestion, c'est tout ce qui est activité ALSH, les stages de tennis, la garderie, la cantine, et les refacturations de mise à disposition, notamment au GTM et CCAS. Le chapitre 73 donc, a été en forte hausse, 342 000 €. Donc c'est la fiscalité des ménages, hein, c'est les taxes foncières notamment, donc qui ont mécaniquement augmenté fortement parce que les valeurs locatives, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, ont augmenté de plus de 7% en 2023. Donc on a une augmentation de 328 000 €. La TCCFE, c'est une taxe que l'on reçoit sur l'électricité qui a augmenté de 46 000 €. Donc ça, c'est plutôt bien. L'électricité augmente, mais on a une compensation de l'autre côté à hauteur de 46 000 €. Et par contre, on a un petit recul sur les produits de prélèvement des produits des jeux. Donc il a été un peu moins bon en 2023 qu'en 2022. Les dotations et participations, donc c'est les dotations versées par l'État qui sont en hausse de 118 000 € sur l'année.
Les chapitres 75, c'est pareil, on a une augmentation de 51 000 €. Il y a eu notamment une clause pénale pour la ZAC des Ardillers. Et par contre, le chapitre 77 est en baisse de 85 000 parce que l'année dernière, on avait eu notamment la vente des terrains au SMAG et au SLPG. Donc voilà les recettes, l'évolution sur plusieurs années. On voit que effectivement les recettes principales, hein, ça reste les taxes à hauteur de 4,7 millions contre 4 396 000 l'année dernière. Et les dotations, donc 1 315 000 contre 1 197 000, et puis les autres ressources, 1 144 000 contre 1 130 000. Donc voilà, le camembert, pour nous dire que c'est 65% de notre budget, ce sont les impôts. Et puis la répartition par rapport aux années précédentes, hein, donc on voit que ça évolue peu. Mais que la part des impôts continue à progresser, hein, et représente 65,81% de notre budget. Une évolution sur les 6 dernières années, donc on voit qu'effectivement on est reparti avec une belle tendance haussière sur les recettes, après la cassure de 2020, hein, puis, il y a un petit bug là sur les années, mais il y a une cassure, il y a un décalage sur les années, je remettrai ça à jour. Il y a eu une cassure en 2020 et 2021 et c'est reparti à la hausse en 22-23. Et par contre, les dépenses les dépenses sont, elles, restent avec une hausse moins importante. Petit focus sur les recettes du casino. Donc là, on a eu la grosse cassure en 2021 et on est remonté l'année dernière. Et cette année, il y a eu une petite baisse, surtout en fin d'année. Donc je pense qu'on aurait pu croire que c'était les travaux, mais non. Pendant la première période de travaux, il y a eu un bon maintien des recettes du casino. Il y a eu un peu de tassement en fin d'année. Je pense que la conjoncture y est pour quelque chose. La CAF brute, hein, donc je rappelle, hein, c'est la capacité d'autofinancement de la commune. Hein, donc on était à 1 586 000 l'année dernière, et cette année on est à 1 897 000, donc c'est ce qui nous permet de rembourser nos dettes et d'investir. Voilà, je vais passer la parole à Pascal qui va prendre le relais. Pascal. Merci Rémi. Donc la deuxième partie, c'est la section de l'investissement, où là sont repris les chiffres 2023 au niveau des recettes, donc avec un total de 1 957 000 € contre 1 976 000, avec des dotations de 213 000 au lieu de 271. Donc les dotations, c'est notamment le FCTVA qu'on récupère, hein, sur les investissements d'année d'avant, et aussi la part de taxes d'aménagement qui reste à la commune. Les subventions d'investissement, 450 000 contre 381, donc là c'est en fonction de l'avancement des travaux. Sachant que sur les travaux importants faits en 2023, il n'y a qu'une petite partie des subventions qui sont arrivées pour l'instant, et que le reste va arriver courant 2024. Voilà, sur les emprunts, après, c'est des toutes petites sommes, et quelques avances sur IMO en cours. Et le dernier poste important, c'est les opérations d'ordre, c'est les amortissements, hein, qu'on voyait tout à l'heure en dépenses de fonctionnement et qui viennent ici en recettes. Au niveau des dépenses d'investissement qui ont été réalisées en 2023, donc remboursement d'emprunt 1,4 million contre 840 000 €. Donc là, il faut signaler qu'on a remboursé le prêt qui avait été fait sur le moulin. Hein, donc les 500 000 € qui avaient été faits sur le moulin ont été remboursés, même si pour l'instant, il n'y a pas eu de revente de terrain en face, mais on a bel et bien remboursé l'emprunt du moulin sur la trésorerie de la commune. Et puis ensuite, entre les immobilisations incorporelles, les immobilisations et les immobilisations en cours, donc ça c'est les investissements qui ont été faits sur l'année, hein, donc 71 000 € pour une partie, 460 000 pour l'autre et 2 229 000. Donc ça c'est les différents investissements qui ont été faits, avec, on reprendra le détail, hein, quand il y aura les comptes administratifs qui seront présentés, mais on retrouve évidemment les grosses opérations qui ont été faites avec la place Marlon, avec les travaux de la mairie, mais qui là ne sont pas en totalité, et avec Quéron, qui là non plus ne sont pas en totalité, hein, puisqu'il reste des dépenses et des factures à venir, et puis aussi d'autres investissements, hein, qui ont été faits sur l'année. Et puis la petite ligne 1 200 € de participation, c'est notre prise de participation
dans la société Nautisme, dans la SPL Nautisme, avec une prise de participation qui a été faite en fin d'année sur la nouvelle société pour le nautisme au niveau de l'intercommunalité. Et puis les opérations d'ordre, c'est les quotes-parts d'amortissement de subventions qui se retrouvent ici dans ce chapitre-là. Donc des dépenses en forte augmentation, 4 214 000 contre 2 421 000, mais avec une augmentation liée au fait que l'emprunt du moulin a été remboursé et au fait que sur 2023, ça a été une année très forte en travaux pour la commune. Au niveau de la dette, au 31 décembre 2023, nous avons au niveau de la commune un capital restant dû de 9 millions d'euros, avec un remboursement de capital d'emprunt de 849 000 euros et des intérêts de 213 000. Il faut signaler quand même que sur les 9 millions d'euros d'encours ou de capital restant dû sur la commune, il y a 3 700 000 pour l'EHPAD, donc qui sont couverts par les loyers que l'EHPAD peut donner à la commune. Et puis signaler que effectivement tous ces prêts sont à taux fixe, hormis sur l'EHPAD, où là il y a un prêt indexé sur le livret A, et comme le disait Rémi tout à l'heure, donc ce prêt a évolué en cours d'année du fait de l'augmentation de rémunération du livret A, donc par corrélation, le prêt indexé sur le livret A a lui augmenté sur le prêt qu'on avait jusqu'à présent. Donc la dette par habitant représente une somme de 4000, nous avons 4238 habitants en 2023, et la dette par habitant représente une somme de 2133 euros. Et si on enlève l'encours ou la dette de l'EHPAD, nous avons une dette par habitant qui ressort à 1255 euros par habitant. Et sur la base de la capacité d'autofinancement à dégager en 2023, ça fait une durée d'extinction de la dette d'à peine 5 ans. Donc on a une situation qui est saine à ce niveau-là. Au niveau des orientations pour 2024, alors là on a un premier tableau qui nous présente les orientations principales pour l'année 2024. On est resté prudent sur les recettes, donc avec un total de recettes de fonctionnement de 7 559 000 euros. À signaler quand même deux choses importantes dans nos prévisions qui restent modestes. C'est d'une part, comme le disait Rémi, l'évolution des valeurs locatives à hauteur de 3%, qui mécaniquement vont faire une augmentation des recettes par rapport aux taxes foncières perçues par la commune, parce que mécaniquement les taxes foncières vont augmenter de 3%. Et puis l'autre poste important, c'est ce que nous avons voté en fin d'année sur l'augmentation de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, qui vont amener des recettes supplémentaires pour la commune et qui donc là ont été intégrées dans les impôts et taxes sur une somme plus importante que ce que l'on avait sur les années précédentes. Si ce n'est sur le reste, que ce soit les produits de service, les dotations et participations, donc là on est resté sur des choses relativement raisonnables au niveau des recettes prévues. Au niveau des dépenses, même chose, donc des charges générales estimées à 1 534 000 pour 2024. Par contre, effectivement, des charges de personnel estimées de façon plus importante, 3 215 000. Donc là, on a l'effet, effectivement, comme on le voyait tout à l'heure, des postes en plus, du fait de l'agence postale notamment, du fait d'augmentations qui vont être sur des années complètes, alors qu'on avait pu avoir des augmentations sur une année partielle avec les revalorisations d'indices. Et puis, encore et toujours, et tant mieux, les revalorisations de postes, puisque les agents montent en grade et donc, du coup, peuvent aussi avoir des évolutions à ce chapitre-là. Au niveau des autres charges de gestion courante, ce qu'on a prévu aussi, c'est d'augmenter des postes au niveau notamment du CCAS, pour avoir une subvention plus importante pour le CCAS d'une part, et puis pour l'office culturel d'autre part, puisque en ce qui concerne le CCAS, des besoins toujours plus importants pour faire face aux familles qui peuvent être en difficulté dans le contexte fonctionniste qu'on connaît. Et puis au niveau de l'office culturel, aussi des projets qui sont toujours de plus en plus importants.
Donc voilà, donc au final, qu'est-ce qu'il faut regarder? C'est les quelques chiffres qui sont en gras, c'est-à-dire qu'en fait, entre les résultats de 2023 et puis les résultats là de 2024, on aura un virement que l'on pourra faire à la section d'investissement de presque 800 000 euros, 793 000 euros. Et une fois qu'on aura fait ça, donc on aura encore une réserve possible en fin d'année 2024 à hauteur de 1,5 million. Donc on restera avec une situation financière, logiquement, qui restera saine et confortable. Au niveau des investissements, les grandes lignes pour 2024, donc au niveau des recettes d'investissement, tout ce qui est dotation fonds divers, donc ça c'est notamment le FCTVA qu'on va récupérer en 2024 sur les investissements 2023, mais aussi la taxe d'aménagement dont on récupère aussi une partie. En recettes aussi, il y aura des transferts qui viendront du fonctionnement. Des subventions d'investissement donc à hauteur de 215 000, donc ça c'est des subventions encore à venir sur les travaux qui sont en cours, puisque on l'a vu tout à l'heure, on n'avait pas encore toutes les subventions qui étaient arrivées. Et puis en produit de cession, donc là c'est par rapport au moulin, puisqu'il y a un budget annexe qui est mis en place au niveau du moulin. Donc le budget du moulin va rebasculer une somme sur le budget principal, avec logiquement aussi courant d'année l'opération du moulin qui doit bien avancer et qui devrait se dénouer. Et puis je le disais tout à l'heure, donc une part de virement aussi qui continuera à venir de la part du fonctionnement, et puis les amortissements qui contribuent aussi au niveau des recettes d'investissement. De l'autre côté, au niveau des dépenses, le remboursement du capital des emprunts, 900 000 euros. Donc on était à présent jusqu'à 840 850 000 euros. Donc là, il y a l'emprunt nouveau qui va apparaître, donc qui va représenter 40 000 euros de remboursement de capital supplémentaire. Et puis au niveau des investissements, on va les voir tout à l'heure, donc la répartition entre les immobilisations et puis les travaux prévus, on va les détailler tout à l'heure. Et puis juste en bas, donc les chiffres en gras sur les restes à réaliser, donc dans les 805 000 de recettes d'investissement, donc là c'est des subventions qui sont notifiées et qu'on attend donc pour le début d'année 2024. Et puis c'est les 600 000 euros d'emprunt qui ont été signés en fin d'année, mais qui ne sont pas encore débloqués, et qui vont être débloqués là tout juste en début d'année. Et puis de l'autre côté, au niveau des dépenses, les 1 150 000, donc là c'est des dépenses qui sont engagées sur les travaux en cours, donc entre Quéron notamment, qui représente une certaine somme, et puis la mairie aussi. Hop, donc si on regarde les investissements prévus, qui ont fait l'objet de remontées de la part des différents services, des différentes équipes et puis d'arbitrage. Donc on va les regarder en détail, mais il y a quand même des axes importants que je voudrais dégager. Donc un axe important qui est un axe d'entretien. Donc entretien des voiries, puisqu'on n'en a pas fait beaucoup depuis le début du mandat. Donc un axe important sur l'entretien de la voirie, on va le voir dans le détail tout à l'heure. Un axe important sur l'entretien du patrimoine et des bâtiments, puisqu'on a beaucoup de bâtiments au niveau de la commune, on a aussi beaucoup de patrimoine, et donc là il y a de l'entretien à faire de façon importante. Un axe important de modernisation, donc on va le voir tout à l'heure avec un certain nombre de logiciels ou d'équipements, et aussi dans le cadre du transfert des équipes entre la faisanderie et puis la réintégration de la mairie, c'est l'occasion aussi de faire une certaine modernisation de certains équipements. Un axe aussi sur les conditions de travail par rapport à la sécurité et par rapport aux conditions de travail pour les agents. Et puis on va le voir aussi, quelques nouvelles études pour des projets que l'on souhaite lancer avec des études en 2024 pour des travaux plutôt fin 2024, début 2025. Donc là il y a la liste des différents projets qui sont prévus. Donc si je les reprends un petit peu plus... Je n'ai pas remis toutes les lignes parce qu'il y en avait trop. Ouais, il y en a beaucoup. J'ai mis les supérieurs à 10 000, je crois. Donc il y a des petites lignes en plus sur le document qui avait été transmis. Il y a tout le monde. Il y avait voilà. Et puis je pars vraiment de ton support, Rémi, pour aller à l'essentiel. Donc au niveau foncier, l'achat de terrain de la ZAC des Ardillers qui était prévu dans le cadre de la fin du programme de la ZAC des Ardillers, où la commune doit acheter un terrain, le terrain qui est après le parking qui est devant le cimetière.
hein. Donc il y a un triangle qui est actuellement en herbe aujourd'hui avec quelques arbres plantés qui appartient donc à la schéma aujourd'hui et que la commune doit racheter à la fin du programme de la ZAC des Ardillers. Et donc ça c'était prévu et ça va se faire en 2024. Au niveau de la voirie, différentes routes qui ont été ciblées comme étant à refaire, donc avec la Gicquelière, la Déganetière, la route du pont au Gris, la route de la Chanterie, et puis l'aménagement de la sortie du Val de Seigue, hein, donc ça c'est le virage qui est à angle droit, donc au niveau de l'entrée du Val de Seigue, où là il y a des aménagements qui ont démarré et qui doivent se faire pour faciliter l'entrée des habitants du Val de Seigue et puis sécuriser cette partie-là, même si c'est pas facile. L'aménagement de la rue du Bas des Cours, hein, qui va être à faire. Et puis au niveau de l'effacement des réseaux, aussi des effacements de réseau, donc dans la rue du Bas des Cours toujours. Et puis dans la route de l'Ezo, en fait, qui est la route qui est l'entrée de Saint-Père, au-dessus du rond-point de la médiathèque. Hein, donc là, il va y avoir un début de chantier, puisqu'effectivement, c'est une des entrées principales de la commune de Saint-Père, avec une voirie qui aujourd'hui est quand même franchement en mauvais état. Hein, donc là, il y a gros à faire, et donc on va y aller en plusieurs tranches. Et donc là, il va y avoir une première tranche qui est prévue en 2024. Au niveau de cette partie-là, ce qu'il faut signaler aussi, c'est par rapport à la cale de Sissi et à l'exutoire. Donc on est tous d'accord, hein, pour dire que l'exutoire, c'est une verrue au niveau de notre plage, et que la cale de l'autre côté, qui est juste au pied de l'exutoire, souffre de plus en plus. Et donc là, l'idée, c'est de lancer des études pour voir comment réaménager à la fois la cale et l'exutoire. Est-ce que l'exutoire, on peut le transformer pour le diminuer, voire le supprimer, ou est-ce que malheureusement on est obligé de le conserver, voire de l'habiller? Enfin, toujours est-il de lancer des études pour voir comment aménager cette partie-là et qui permettent de terminer effectivement la rue de Sissi et toute cette partie-là. Donc voilà pour l'essentiel. Sur cette partie-là aussi, au niveau des études importantes, c'est tout ce qui concerne le groupe scolaire. Parce que le groupe scolaire subit ou a subi des désordres en fait, ou avec des fissures au niveau du groupe scolaire, hein, sur la partie qui est proche de la mairie et du gymnase. Donc là c'est sécurisé pour l'instant, mais ça mérite effectivement des études pour voir quelle est la nature profonde de ces anomalies-là et de ces fissures-là. Et puis aussi tout ce qui concerne les toitures, puisqu'effectivement au niveau des toitures, il y a régulièrement du remaniement ou des ardoises renouvelées, et puis une isolation qui est quand même pas des meilleures. Donc là, des études à lancer pour voir quoi faire précisément sur ce groupe scolaire. Au niveau des études importantes aussi, c'est tout ce qui va concerner la salle Fraboulé, hein, puisque donc là, la place Marlan a été faite. Et il reste effectivement la salle Fraboulé. Alors on est tous d'accord sur l'emplacement important pour cette salle polyvalente, mais on est aussi tous d'accord pour dire qu'elle mérite d'être réaménagée. Donc là, de lancer des études, hein, pour voir ce qui peut être fait au niveau de cette salle-là, et en particulier au niveau de la toiture aussi, hein, mais de l'ensemble de la salle, hein, pour savoir comment l'aménager. Ensuite, au niveau du patrimoine, je disais aussi qu'on avait la volonté, hein, de contribuer à l'entretien et à la restauration du patrimoine. Donc là, il y a une partie qui concerne l'église de Saint-Père, avec la restauration du chevet, avec la restauration des vitraux, hein, donc qui représentent des sommes importantes, mais à chaque fois, on essaiera aussi d'aller solliciter des aides ou des subventions. On a un volet important de tout ce qui est mobilité, donc avec les pistes cyclables, où là, ce qui va se passer en 2024, c'est que le département va finaliser les tronçons qui étaient jusqu'à présent en test. Donc le département va finaliser ces tronçons-là. Mais nous, on va avoir d'autres tronçons à mettre en test, et aussi du marquage, et puis une partie aussi à notre charge, hein, sur l'aménagement des pistes. Donc avec la vraie volonté de développer un maillage de pistes, donc avec deux aspects, hein, donc un aspect de continuité sur un axe principal qui parte de Granville et qui aille vers Julouville-Carole, mais pas que, d'avoir aussi des voies qui permettent de relier les différents points de la commune à cet axe principal et aux points principaux de la commune, entre l'école, le centre-ville, la médiathèque, etc., enfin les différents points principaux. Il y a une
Un point important qui apparaît ici, qu'on a mis, qui va rester effectivement à étudier en détail, qui concerne la couverture d'un terrain de tennis, qui est le terrain de tennis qui est à côté des terrains couverts, qui est un terrain en résine aujourd'hui, qui est très peu utilisé, avec un projet qui pour l'instant nous a été présenté par le club de tennis, qui consisterait à couvrir ce terrain de tennis pour en faire 3 paddles couverts, pour répondre à plusieurs choses. Première chose, c'est de continuer à satisfaire un besoin sur le développement de cette activité-là qui est en plein boom, de permettre d'avoir une pratique sur terrain couvert alors qu'aujourd'hui elle est uniquement sur terrain de plein air, sachant très bien que ça représente un montant important et que ce montant important, on en rediscutera, mais il n'est envisageable qu'à plusieurs conditions. Première condition, c'est qu'il y ait suffisamment de subventions pour couvrir cet investissement-là. Et deuxième condition, c'est qu'il y ait aussi des recettes en face qui permettent de compenser le reste à charge qu'il pourrait y avoir au niveau de la commune. Recettes qui pourraient venir d'une fréquentation plus importante des paddles d'une part, et d'abonnements aussi plus importants au niveau des pratiquants du paddle, puisqu'effectivement, s'ils ont des cours à la fois extérieurs et couverts, ils pourraient avoir des abonnements qui se rapprocheraient des abonnements des pratiquants du tennis, alors qu'aujourd'hui, il y a un écart assez important. Donc là, pour l'instant, on a eu une présentation un peu rapide du projet. On l'a indiqué là, mais évidemment, il y a des conditions à respecter derrière pour que ce projet puisse voir le jour. Ensuite, dans les autres aspects importants, donc tout ce qui est développement durable, une ligne sur l'Atlas de la biodiversité qui est prévue, mais qui va se faire sur plusieurs années. Donc 15 000 € prévus en 2024, mais un prolongement de cet Atlas de la biodiversité sur une durée un petit peu plus longue. Un budget participatif de 10 000 €, donc c'est quoi? C'est d'allouer une somme pour que, au niveau des habitants, au niveau des correspondants de quartier ou des conseils de quartier, il y ait des idées qui émergent et que s'il y a besoin de faire quelques projets, quelques aménagements, et bien, il y ait des budgets qui puissent répondre aux besoins et aux attentes des habitants quartier par quartier en fonction de leurs vrais besoins et de leurs vraies remontées. Et puis ensuite, un certain nombre de lignes qui sont là, ce que je disais tout à l'heure, de modernisation et d'équipement, donc avec des logiciels, avec le changement du mobilier de la médiathèque, comme l'a présenté Jean-Michel tout à l'heure, donc pour à la fois un aspect de sécurité et de renouvellement du matériel pour le restaurant scolaire, avec notamment un lave-vaisselle qui aujourd'hui est insuffisant, et puis différents matériels pour les services techniques, puisqu'il y a toujours besoin effectivement de renouveler et d'améliorer leur matériel. Un point important sur les services techniques, c'est des récupérateurs d'eau pluviale qui sont envisagés, et donc là avec une convention qui peut être passée avec le SMPGA, puisque le SMPGA peut aider la commune à la fois dans la réflexion et dans la recherche de solutions de récupération des eaux, mais à la fois avec des subventions pour aider à récupérer les eaux pluviales et à les réutiliser. Et ensuite, différents entretiens sur le stade, donc avec des clôtures, avec le Styx, c'est le chauffe-eau du stade. Et puis pour la mairie, tout ce qui est modernisation, donc en relation avec la mise en place de l'agence postale et la réintégration des équipes à la mairie. Donc un certain nombre de logiciels, d'équipements, d'écrans, donc pour permettre de moderniser et d'avoir une mairie qui soit au goût du jour. Et puis pour le groupe scolaire, donc les portes d'entrée, côté mairie, donc les portes d'entrée qui aujourd'hui laissent passer l'air de façon importante, donc la volonté de continuer à entretenir ces bâtiments. Et puis en dernier point, le remplacement de la mégane qui est affectée au service de la police aujourd'hui, qui est un petit peu en bout de course. Donc voilà pour les grandes lignes sur les investissements de 2024, avec sur ces investissements-là des investissements qui seront couverts par l'autofinancement de la commune et qui ne feront pas appel à de nouveaux emprunts pour l'année 2024. Merci Pascal, merci Rémi. Oui. Je croyais avoir fini, pardon. Donc un petit graphique pour montrer l'évolution de la dette. Donc où effectivement à début 2023, donc là on est à 9,7 millions,
et puis avec une décroissance régulière liée au remboursement des emprunts. Oui, 9,7 millions, c'était 1er janvier 23. 1er janvier 24, 9 millions, pardon, 9 millions 49 000. Voilà, donc 9 millions en début d'année, enfin maintenant en fait, 9 millions, on est à 9 millions aujourd'hui. Et donc là, avec une décroissance régulière avec le remboursement de nos emprunts. Et donc globalement, un désendettement de la commune, puisqu'il n'y a pas de nouveaux emprunts prévus sur 2024, bien qu'on ait un programme de travaux assez important. On va noter qu'il y a encore des échéances pendant 3 ans assez fortes, et qu'après, ça va commencer à diminuer en termes de remboursement annuel. Donc là, pour l'instant, quand on reprend des emprunts, ce serait possible, hein, mais parce qu'on voit bien qu'on a désendetté quand même fortement la municipalité depuis le début du mandat. Hein. Je rappelle qu'on était à peu près à 12 millions de dettes au début de mandat. Donc on est à 9 millions aujourd'hui. Donc on a de la marge de manœuvre, mais on a encore des remboursements d'emprunts annuels qui sont assez lourds. Donc voilà, il faut qu'on soit prudent, comme on a été depuis le début du mandat. C'est pas un vote de budget, hein, c'est un débat d'orientation budgétaire. Qui dit débat, on vous écoute si vous aviez des questions, des précisions, des choses à évoquer, des idées. On est là pour répondre à vos questions. On a endormi tout le monde. Bah, si vous n'avez pas de questions, c'est pas un vote, hein, donc voilà, vous prenez acte et puis on votera de toute façon le budget au mois de mars. On reviendra sur tout ça à un prochain conseil. Pour le vote au mois de mars, on vote pas tout d'un coup, on vote les dépenses réalisées, les projets, On vote un budget, comme tous les ans. Pas tout d'un coup. Donc que ce soit, voilà, ça sera tout d'un coup. Donc tu voteras pour ou contre, mais on vote un budget global. On ne va pas faire ligne par ligne. Non, mais sur les dépenses faites, les projets, ça mériterait peut-être des votes. Ça sera voté comme les années précédentes et comme depuis que je pense que ça a toujours été comme ça. Je n'étais pas sur les mandatures précédentes, je ne sais pas comment ça se passait, mais je ne pense pas qu'on rentrait un vote dans ligne par ligne. Tous les non, budgets pas ligne par ligne, mais je crois qu'il y avait sur les dépenses effectuées et sur les projets, je crois qu'il y avait 2 votes. Ah, il y a 2 choses. Hein. Ouais. 2 choses, effectivement, il y a les comptes 2023 sur lesquels on vote, et après le budget 2024 Voilà. sur lequel on vote. Donc, rien ne change. Merci. Vous n'avez plus d'autres questions sur Madame? Non? Non. On peut passer à l'octroi des avances de subvention pour 2024. Oui, donc là, c'est une délibération qu'on prend tous les ans. Hein. C'est pour, justement, donc le budget n'étant pas voté, il faut continuer à faire fonctionner la municipalité. Donc on va avoir deux votes, deux délibérations à voter. La première, c'est les avances, effectivement, des subventions pour les principales subventions. Donc notamment l'EPIC, l'Office culturel, il faut qu'ils continuent à payer leur salaire et tout ça, donc ils ont besoin d'un peu d'argent. Donc on décide 75 000 € d'avance, l'USSP 2 000 €, le tennis club 5 000 €, le Saint-Père Tennis Club 5 000 € et le CCAS 20 000 €. Donc toutes ces dépenses-là, c'est en attendant d'avoir voté le budget au mois de mars. Donc ce sont des avances sur les subventions qui sont octroyées. On peut passer au vote, à moins que vous ayez des questions sur ce qu'on passe tous les ans pour pouvoir régler en fait. Ça reste les dépenses, il faut engager les dépenses avant le budget. Le vote du budget. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient?
Merci. Et le dernier point, donc mandatement des dépenses d'investissement avant le vote du budget politique 2024. Là, c'est le même système, c'est-à-dire que pendant qu'on n'a pas voté le budget, il y a les dépenses qui continuent à tourner, notamment en investissement. Et donc, il faut voter les crédits. Les crédits que l'on peut voter sont de 25% du budget de l'année d'avant. Donc, on vous propose de voter les budgets suivants. Donc, chapitre 21, 106 000 euros. Chapitre 2031, 17 000 euros. Chapitre 70-26, modernisation de voirie, 416 000 euros. Rénovation éclairage public, 36 000 euros. Et mairie imputation 23-13, 128 000 euros. Donc là, c'est une délibération qui est votée tous les ans, c'est pour pouvoir fonctionner en attendant le vote du budget. Je ne sais pas si ça vous pose question. On peut passer donc au vote. Hein. Qui est pour hein? Merci, à l'unanimité. Dans les contrats et conventions, décisions donc, qui ont été vus, donc contrat de location meublée pour le gîte en fait, sur Pierron, donc le petit gîte pour Madame Larue et Monsieur Porta, donc ça a été signé au mois de décembre. Un avenant pour la convention de délégation de services publics avec Casino. Une convention de partenariat avec le centre Porte des Îles à hauteur de 2 000 euros. Un contrat donc municipal GVE, donc c'est un logiciel, enfin c'est une formation pour un montant de 573,31 hors taxes. Une convention de prestation de services relative à l'entretien équipement affecté à la compétence zone d'activité pour 2019-2021. Donc comité de commune GTM, donc, qui a été donc, signé le 25 mai 2020, donc à hauteur de 2 413 euros par an, donc sur la zone du croissant 1 et 2, donc 9 727 euros par an. Et un virement de crédit, donc décision pour la communauté de communes, donc ça c'est pour la SPL, donc les parts, donc 1 200 euros. Voici les contrats qui ont été signés. Quelques points que je voulais vous apporter au niveau des réseaux cyclables, donc RCID. Les travaux vont débuter donc, au mois de mars, donc mi-mars, avec peut-être des petits chamboulements au niveau de la circulation. Donc un arrêté sera mis, il y aura des feux, etc. Donc à partir de mi-mars, entre la partie section test qui a été faite au niveau de la Grâce de Dieu, en fait, jusqu'au mini-golf. Donc ça, premier point. Autre point, donc Maître Vendée, donc avocat, donc concernant la préemption du Carmel, donc l'audience aura lieu donc le 30 janvier prochain. Donc nous attendons donc les résultats ensuite en cours d'appel. Un point sur lequel on aimerait revenir, c'est éclaircir au niveau de la gratuité des salles pour les associations Saint-Pérez. Donc la première manifestation est bien donc gratuite. Donc il y a les charges qui sont simplement à régler en fait pour cette première manifestation. C'est bien une chose acquise, hein, donc ça c'est notre volonté politique de garder cela. C'est aussi pour l'attractivité de la ville et de la commune. Donc, et par contre, au niveau de l'AG, c'est la même chose. C'était une AG, c'est à peu près en moyenne, les associations prennent 2 heures, voire 3 heures à peu près, ou 4 heures en fonction. Donc c'est une moyenne de 2 heures. C'est aussi une gratuité, on le rappelle, et que les charges, en fait, les fluides sont à la charge de la commune. Donc en fait, c'est vraiment une gratuité hein, donc pour les AG. Voilà, donc on voulait revenir dessus hein, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Voilà. Avez-vous des questions? Autres? J'en avais une, mais tu viens d'y répondre. Donc tu m'as coupé l'herbe sous le pied, mais bon, merci. Parce qu'une assemblée générale pour la défense mère en 2 heures, c'est même pas la peine. À peu près, voilà, on met 2 heures, mais c'est pas 2 heures. Enfin, voilà. Donc, je retiens que les 75 € de charge sont offertes aussi pour l'assemblée générale. C'est compris dedans, c'est une gratuité. Alors dans ce cas-là, merci.
Et si je puis me permettre, j'en avais une deuxième qui concerne les travaux. Je sais qu'on a une commission travaux bientôt. Nous sommes dans le périmètre où nous avons des travaux d'enfouissement de réseau, lotissement de la Baume, n'est-ce pas? Et on nous pose donc des lampadaires LED qui sont beaucoup plus économes que les autres. Seulement, je m'interroge, dans ce lotissement, il y avait 4 lampadaires. Après travaux, quand ils auront fini, il y aura 7 lampadaires. Au niveau économique, je ne suis pas sûr qu'on soit dans les bons comptes. Donc en fait, il y a une norme, il y a une distance en fait entre chaque lampadaire. On ne peut plus les mettre en fait tels qu'ils étaient auparavant. Donc c'est à cause de ça en fait on est obligé. Mais c'est vrai qu'on peut se poser la question, sauf que les LED par rapport à ce qu'il y avait auparavant, c'est une consommation 4 fois moins. Sur le papier. Donc, voilà. Dans la réalité, c'est pas tout à fait ça, mais ça a eu le droit de s'améliorer. Par contre, quand on commence à poser le premier lampadaire à une dizaine, une douzaine de mètres d'un ancien lampadaire qui est sur l'autre rue et qui reste, on aurait peut-être pu faire un mode de calcul différent, au moins, allez, on va dire, on aurait pu en économiser un. C'est tout, simple remarque. Hein. Oui, moi, c'est en ce qui concerne les travaux route du Bigeois. Je voulais savoir pour combien de temps il y en aurait encore. Ils ont du retard. Est-ce que tu as, Sébastien, Voilà. Je reconnais que c'est une catastrophe. Et c'est rien de le dire. Les travaux ont pris beaucoup de retard pour plusieurs raisons. On a eu énormément d'intempéries. Il a beaucoup plu. Les gars, ils étaient dans l'eau. Et tu sais que les réseaux, quand ils sont sous l'eau, la tranchée est dans l'eau, ils ne peuvent pas travailler. On a eu pas mal de soucis, mauvaises conditions météo et tout, etc. Effectivement, on a pris un bon mois de retard. Quoi. Donc encore combien de temps? À peu près. Non mais c'est aussi pour les enfants, parce que quand je vois les jeunes qui vont à l'arrêt de bus sans éclairage, avec des trous, parce que la chaussée, Alors, elle de est... toute façon, la chaussée va rester en mauvais état pendant un certain temps, puisqu'il faut que ça se tasse. Non mais il faut que ça se tasse, parce que si on refait la chaussée directement, on recommence l'année prochaine. Donc au prix de l'enrober, voilà. Donc la route va être encore en mauvais état pendant au moins une année, on va dire. Voilà. Mais on va reboucher les trous avant. Hein. Mais voilà, là, si on a une période de beau temps, on espère que ça va rattraper. Mais ouais, effectivement, c'est terrible pour les gens du quartier. Terrible pour les gens du quartier, mais moi je pense surtout aux jeunes qui vont prendre le bus le matin. Enfin, moi je les croise à 7 h. Waouh. Oui, mais effectivement, on a eu de gros soucis et on a pris beaucoup de retard. Ouais. Voilà. Donc tu peux pas me dire... Je peux pas te dire. Je peux pas te dire. Mais j'espère que ça va accélérer. Non mais bon, je comprends bien, hein, les pauvres, les ouvriers ont eu des conditions météorologiques épouvantables. Hein. J'en ai encore une qui m'est arrivée cet après-midi dans ma boîte mail. Je vais vous transférer des photos demain. Ça concerne le point de collecte des ordures ménagères de la rue du Tard. Alors cet hiver, même au moment de Noël, je dirais que ça s'était plutôt très bien passé. Et j'ai même rencontré Violaine et un technicien de GTM sur place, par hasard. Et honnêtement, pour moi, pendant les fêtes, ça avait super fonctionné. Or, là, j'ai des photos du 11 ou 12 janvier. Alors, il y en a peut-être qui fêtent la nouvelle année plus tard que d'autres. Ou Noël, c'est pas le même jour. Mais alors là, c'est un merdier sans nom. Alors, les incivilités, mon Dieu, on a déjà parlé maintes et maintes fois. Mais on ne met plus l'appareil photo non plus. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire, à part leur botter le cul à ceux qui font ça. C'est vrai que c'est très compliqué. C'est lamentable. Ça devient très lamentable. Compliqué. Nous avons rencontré des personnes là, depuis une semaine avec les services des déchets de Grandville, donc GTM. Nous, ce qu'on fait, ce qu'on rajoute en fait comme service supplémentaire à la population, c'est que toutes les semaines, en supplément des passages que font nos agents, ils enlèvent, en fait, ils ont des camions bennes remplis en fait toutes les semaines. Ils nettoient maintenant, une fois par semaine, chaque lieu où il y a des paves, donc chaque lieu, en plus de GTM. Donc c'est un coût, mais malheureusement, pour que ça soit propre, c'est le seul moyen qu'on ait trouvé. Voilà, mais c'est un coût financier, on le sait bien.
Donc c'est vrai qu'il faut qu'on trouve des moyens, c'est pas évident, hein, c'est pas facile. La population souhaite que ça soit très propre, on souhaite tous avoir des containers pour pouvoir mettre dedans et que ça soit enlevé. Et on voit bien encore ce matin, on a eu un grand Big Bang avec une personne qui a mis plein de choses dedans, donc ça doit être une fin de chantier certainement, pour déposer ça au niveau de la brouillard. Et c'est arrivé ce matin. Qui a un sous-vam, qui a un mètre avec un camion ou un tracteur, mais on ne comprend pas. Après, il n'y a pas que les incivilités, c'est ce qu'on dit toujours, c'est vrai quand on va au container, c'est quand même assez fréquent, on a du vent, donc ça peut s'envoler. C'est vrai que maintenant on a des petites choses, enfin on a des choses qui sont assez petites, des petits plastiques, des petits papiers qui s'envolent, ça arrive. Et c'est pour ça que nos services passent pour nettoyer justement, pour que ça soit plus propre. Ce n'est pas la qualité de nos services qui est en cause. C'est le comportement franchement des citoyens qui est innommable. Je te pose une question. Tu connais un monsieur Gannet? Gannet, oui. Vous l'avez eu? Oui. Donc vous avez ces photos? Donc c'est pas la peine que je vous les envoie. Non. Je le reçois encore la Mais semaine prochaine. la question que je pose, moi, c'est qu'est-ce qui est en notre pouvoir, à nous, élus, municipalités, de contrôler et voir, je dirais, de sanctionner quand même. Parce que quand on regarde les photos... Il faudrait, Daniel, que tu montes la garde 24 heures sur 24 et que tu t'organises avec tes voisins pour monter une... Non, mais en fait, il y a un problème d'incivilité. C'est incroyable, non, mais je suis complètement d'accord. Hein. Mais c'est partout. Le point de collecte derrière Géant Casino, c'est la même mascarade. Jusque-là, c'était celui qui était le plus souillé. Et il y a 2 ou 3 ans, j'avais mis 122 bouteilles de vin dans le conteneur à verre qui était vide et elles étaient posées à côté. Et c'est moi élu qui les ai mises dedans. Mais franchement, c'est quoi ce bordel là? Ils ont quoi dans la cervelle, les gens? Oui, mais on ne peut pas être derrière chaque personne et attendre. Mais on le voit bien quand on va au PAV. Si vous regardez bien, ça m'est arrivé encore dernièrement, on se met à côté. J'ai vu des personnes attendre dans leur voiture. Donc ce que j'ai fait, hein, parce que nous on peut verbaliser, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait 2 fois le tour pour vous regarder. J'ai dit je fais 2 fois le tour. Et la personne, au bout de la 2e fois, elle s'est dit je m'embête parce qu'en fait... Mais j'ai envie de demander, moi, sommes-nous arrivés au point d'être obligés de faire de la pédagogie par un courrier ou à travers je sais pas quoi, parce que le courrier ne le lise peut-être pas non plus, et avec une photo tellement souillée en disant si c'était vous le fautif, parce que c'est plus possible. On peut toujours mettre, on fait sur les réseaux sociaux, hein, on le met. Mais c'est vrai. Tout le monde n'y va pas, ça ne s'intéresse pas. Après, là, c'est la répression. Hein. Enfin, moi, ça m'est arrivé aujourd'hui, j'ai été alerté en début de semaine, et franchement, c'est odieux, quoi. Là, on va essayer de... On essaie. On a eu encore des soucis sur les implantations cette semaine, la semaine qui vient de s'écouler. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'autour de chaque point, effectivement, on met des canisses, là, comme sur les de façon à retenir les papiers, en fait. Sur la plage, de façon à retenir les papiers au maximum. Et ce qu'on a fait, c'est que j'ai demandé au service technique qu'on fasse une sorte de petit talus autour de chaque, quand c'est possible, autour de chaque, et de façon à ce qu'on plante une haie avec des comment dire, pas sur le côté route, hein, pour qu'on puisse voir qui met quoi, mais autour, de façon à ce que quand on a du vent ou que ce soit, ça soit plutôt retenu et que ça n'égaye pas partout, parce que là, ça part chez les voisins, ça part partout. Alors il va falloir peut-être 1 ou 2 ans, le temps que les plantes poussent, mais on va mettre des plantes autour, ça cachera un peu la misère, et puis voilà. Ensuite, un autre point, effectivement, les bacs qui sont en... Alors c'est pas de la compétence de notre commune, hein, mais bon, on demande les containers en fait aériens. On a demandé à avoir des containers enterrés à certains endroits, mais GTM n'en a pas de budget et ne le fait pas. Donc on a des containers aériens. On a demandé à ce que les containers soient présents quand on a des pics de fréquentation, hein, quand les résidences secondaires sont occupées. Pendant certaines périodes de vacances, on a plus de recyclage. Donc à ce moment-là, avoir des containers aériens, pouvoir les retirer quand c'est possible. Il faut savoir que il y a des capteurs à l'intérieur des containers et qui permettent de savoir le taux de remplissage des containers. Et il y a des fois, il y a des gens qui ont mis des objets qui sont un peu gros, des gros cartons ou des trucs comme ça, et en fait, c'est bloqué sur la partie supérieure du container,
et en fait il y a du vide, ce qui fait que le capteur n'indique pas que le container est plein. Et donc là les gens ils se disent le container est plein parce que ça n'a pas été tassé, et ils mettent à côté. Et c'est une catastrophe. Sébastien, je connais ça par cœur. Et je termine juste pour l'appareil photo. On avait installé des petits plots avec des boîtes sécurisées pour mettre l'appareil photo. Or, il se trouve qu'on a eu des verbalisations de fait par rapport à ces appareils photo qui ont été retoqués. Et donc, du coup, le service de police ne peut pas les utiliser comme base pour établir un procès verbal. Ce qui fait qu'il faut être physiquement présent, donc soit un élu, soit la police municipale, pour pouvoir constater que la personne commet l'infraction et pouvoir le verbaliser. Donc bon, je prends l'offre d'emploi de Julie au sérieux, je vais monter la garde. GTMDG quand même travaille dessus, voir si on ne peut pas avoir des caméras éventuelles. Il y a des projets en fait, mais c'est sur des communes. En fait. J'ai déjà fait le ménage sur le site plusieurs fois. Ouais. Et quelques Genouvillais, entre autres, qui venaient dépoter n'importe quoi chez nous, que c'est tellement mieux chez nous que chez eux. N'est-ce pas? Donc, ils ont réduit au maximum sur Julouville. C'est vrai que c'est des résidences secondaires, donc ils remettent des containers supplémentaires aériens. Non mais au niveau du tard, ça a déjà été fait, et globalement, depuis un an, ça fonctionnait quand même plutôt pas mal. Et c'était quand même relativement propre. Et là, d'un seul coup, alors c'est quoi? C'est chier. C'était un week-end. Après, c'est... Non, puis c'est insupportable pour la population. Et c'est un peu insupportable aussi pour le personnel, qui a des choses beaucoup plus intéressantes à faire que de nettoyer la de nos habitants ou pas habitants. Voilà. Tout à fait. C'est désagréable aussi pour les élus, parce que je peux te dire qu'on est interpellé, violemment sur la question pour des problèmes sur lesquels on n'a pas la main. Et ça peut dire que ça a tendance à être agaçant et être frustrant. Parce que ça soit Julie ou enfin, les élus qui ont à voir avec la population, on sait bien que la population... on ne nous rate pas. Ça fait partie de la population... Oui, mais remettre des containers, c'est bien joli, mais derrière ce géant casino, il y en a suffisamment de containers. Ils ont remis des containers pour ménagères, c'est un peu plus caché. Donc, et voilà, c'est dans les endroits où ils doivent dépoter ça le soir ou je ne sais quand, et personne ne les voit, quoi. Parce que c'est mieux plutôt chez Carrefour Market, là, je trouve. Mais ça arrive que ce soit à côté. Mais on ne pourra pas... Oui, mais ça arrive. J'ai vu, encore la semaine dernière, il y avait des cartons. Mais c'est moins qu'à une époque. C'est vrai que s'ils étaient tous positionnés dans un endroit stratégique où il y a du passage tout le temps, je pense que les gens seraient moins tentés de faire n'importe quoi. Et il y en a effectivement où ils ont le champ libre. Hein. Ah bah oui, derrière chez Géant Casino. Quand c'est tendu, c'était pas dit. Mais c'est seulement personne ne s'arrête chez lui. Vous n'avez pas d'autres questions? On peut... Si, moi j'ai quelque chose à dire. Ah oui, on a eu, juste pour information très brève, suite aux échanges qu'on a eus en continu avec ARS CD50, Sylvie pourra bien volontiers compléter le propos. On a eu une réunion que je trouve quand même significative pour en faire part mercredi après-midi. Sylvie était là, Monsieur Lefebvre était là, et il y avait ARS CD50, Madame Terry bien évidemment. Donc on a évoqué ce qu'on a déjà évoqué lors de précédents conseils ou réunions publiques, l'évolution du capacitaire pour arriver dans un avenir relativement proche, au moins pouvoir accueillir sur le territoire quelques lits d'accueil temporaire. On n'a pas de chiffre, hein, Sylvie, tu complètes évidemment, on n'a pas de chiffre précis encore à vous donner ni calendrier, mais on a quand même vraiment senti qu'il y avait une impulsion assez forte qui était donnée pour que ça avance relativement vite. Pas forcément se lancer dans des grands projets architecturaux dans un premier temps, mais déjà utiliser les 3 lits d'hébergement temporaire qui existaient sur les 81 places, mais qui en fait étaient pris par des patients qui restaient là de façon pérenne, et puis voir si on ne peut pas ouvrir avec les locaux existants déjà un petit capacitaire de quelques lits. Sylvie, je te laisse si tu souhaites compléter le propos. Voilà, donc un capacitaire moindre de ce qui était prévu au projet initial, mais une forte volonté, et je l'ai également exprimé la veille de cette réunion,
d'avoir quelque chose d'acceptable et de répondre vraiment aux besoins du territoire. Par rapport au terme acceptable, en fait, par rapport à Saint-Père, tu Le- envisages, je sais pas, il y a des chiffres, Ouais, quand même. des nombres de capacités d'accueil Ouais. qui sont déjà annoncés. Bah, on a un ordre d'idée, on avait déjà évoqué 7-8. Et en fait, l'idée qui a évolué, enfin le projet, on ne va pas revenir là-dessus, a évolué depuis 15 ans. Plus récemment, il a évolué parce qu'il y avait une contrainte économique, mais aussi un changement de se dire finalement, est-ce que c'est une bonne idée de centraliser ça sur un même endroit? Est-ce qu'on ne peut pas plutôt répartir, de faire un maillage un peu plus homogène, mais avec du coup un capacitaire réduit? Ça peut aussi s'entendre, hein. Il y a pas, on a déjà évoqué le sujet. Donc voilà, c'est à peu près l'ordre d'idée. Après, on n'a pas, à la place près, on peut pas répondre à cette question à la place près, mais c'est l'ordre de 7. 7 pour le bassin. 7 pour Saint-Père. Pour Saint-Père. Mais quand on parle du bassin, c'est le bassin Oui, c'est Granville. Granville, Sartilly, peut-être même la branche de la Épinel. Voilà, c'est. Ah oui, Et quand ce même. serait intéressant d'avoir aussi Non, un c'est pas projet 7 pour la Épinel ou. Enfin, Non, ouais, c'est ça. c'est 7 Saint-Père. Je sais bien que tu sais, Sylvie, mais je veux pas qu'il y ait d'ambiguïté. 7 Saint-Père. Et concernant l'hôpital public, actuellement, combien il y a de lits au niveau de l'hôpital public à l'hôpital d'Avranches et à l'hôpital de Granville? Enfin, c'est le même hôpital, mais de lits d'accueil temporaire. Alors moi je vais parler juste de Paul Poirier, il y avait une petite dizaine de lits d'accueil temporaire, entre 8 et 10, je ne sais pas précisément. Maintenant, je pense qu'ils sont pourvus que par des patients qui restent en fait. Le problème, c'est toujours ça. J'ai rappelé lors de cette réunion en préambule que l'hôpital a déclenché le plan blanc vendredi dernier. Et en fait, s'il a déclenché le plan blanc, c'est bien sûr parce qu'il y avait des malades qui arrivaient, mais c'est aussi et surtout parce qu'on ne peut pas les faire sortir et des situations d'hébergement temporaire auraient vraiment permis peut-être d'éviter le plan blanc. Et ça a été entendu. Avant de lever la séance, juste pour information, donc le déménagement de la mairie aura lieu donc à peu près vers la deuxième semaine de mars. Par contre, le prochain conseil, le 15 mars, aura lieu ici. On sera vraiment dans le déménagement, donc ça sera un peu compliqué le premier. Voilà. Merci à tous et bonne soirée. Si vous voulez... Il y a une petite galette avec un verre, pour ceux qui veulent rester. C'est la galette encore. Merci.